Eh bien ça y est, nous revoilà. Il est 18h10 sur Boursorama. C'est le Bourse se lève depuis 48 heures depuis hier lundi. Ça se finit tout à l'heure avec la remise des palmes. Mais d'abord, il y a cette table ronde passionnante, à plus d'un titre, parce que c'est un sujet qui nous touche tous. C'est vrai de manière un petit peu différenciée. On n'est pas tous frappés de la manière par l'inflation. Inflation qu'on croyait quand même largement disparue des écrans radars. Tout le monde quasiment s'est trompé. Et voilà, elle revient en force. Elle est quasi incontrôlable. Encore une fois, la Banque Centrale Européenne aujourd'hui nous dit qu'elle fera tout ce qu'il faut pour lutter pour, et plus s'il le faut. Ça risque de provoquer évidemment possiblement une récession si elle n'est pas maîtrisée. Ça a des impacts évidemment économiques, de consommation, d'épargne et d'investissement sur les différentes classes d'actifs. Donc ce sujet, c'est voilà, quelles conséquences pour vous qui nous regardez, les actionnaires individuels. C'est le thème de cette table ronde avec beaucoup d'experts. Valérie Plagnol, bonjour pour le Cercle des épargnants. Bonjour. Nicolas Gottsman pour la financière de la Cité qu'on voit régulièrement dans Ecorama. Bonjour. Bonsoir. Et bonjour, c'est vrai. Daniel Laguet, c'est vous, professeur à l'EDEC Business School. Merci d'être là. David, merci. Et Ronex qui est représenté par vous, Alain Battens. Bonjour. Merci d'être là aussi. Bon, j'exagère ou pas Valérie? On va gentleman, on va laisser parler Valérie en premier. J'exagère en disant que personne n'a vu venir l'inflation. Pardon, mais les banquiers centraux, c'est quand même eux les mieux placés que vous et que moi surtout, ont avoué, Jérôme Powell a reconnu qu'il avait sous-estimé, qu'il n'avait pas vu venir l'inflation, qu'il n'avait pas réagi assez rapidement. C'est ça la réalité, c'est que personne ou très peu de gens avaient anticipé qu'on aurait une inflation quasiment à 10%, même si on n'est pas à 10, mais pas loin de 10% aujourd'hui. Ouais, les chiffres nous trahissent toujours et les prévisions aussi, mais c'est vrai que dans un contexte où on a subi un double choc d'offres et de demandes, d'abord en contraction au moment de la Covid, contré par des interventions budgétaires et monétaires massives, effectivement, après 10 ans de calme plat, on a été pris de court par une reprise tout à fait considérable de l'inflation et en même temps, effectivement, elle était quelque part prévisible. J'allais dire presque rassurante. J'adore a posteriori les gens qui me disent « Ouais, mais attends, c'était prévisible ». Quelque part rassurante pour les économistes qui disent que finalement un modèle économique dans lequel on dépense beaucoup d'argent finit par produire de l'inflation, ce qu'on a attendu pendant pratiquement 10 ans depuis la crise des subprimes. Donc ce qu'on vit, Nicolas, aujourd'hui, c'est le résultat quelque part de l'activité, de l'activisme des banques centrales depuis 10 ans qui ont remis de l'argent dans le circuit. Et puis il y a eu la crise Covid, et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Et tout ça, quand on met tout ce cocktail mis bout à bout, on a ce résultat-là. Mais c'est vrai que vous faites partie de ceux, encore une fois, j'imagine que personne n'avait imaginé qu'on serait à 8% d'inflation aujourd'hui. Oui, mais il y a une part, effectivement, il y a plusieurs causes. Et c'est pas grave en tant que tel, mais c'est vrai que voilà. Oui, mais il y a plusieurs causes de l'inflation, mais je pense qu'il y a un facteur qui est quand même assez important, c'était le résultat surtout de ce qui s'est passé pendant la crise de 2008, avec aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro, on va dire des reprises économiques qui ont été quand même plus ou moins désastreuses pendant quasiment une décennie, et du coup une réflexion approfondie de la part des banques centrales qui se sont dit à un moment donné que si jamais ce genre de choses se répétaient, qu'il fallait sortir l'artillerie lourde pour pouvoir soutenir la demande, ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont sorti la demande à un moment où effectivement la demande, comme vous l'avez dit, comme l'offre était contrainte et a été contrainte à plusieurs reprises successivement pendant l'année 2021 et qui a provoqué effectivement un surcroît d'inflation. Mais ensuite, je pense qu'il y a une volonté de la part des banques centrales de sortir du paradigme qu'ils avaient avant, c'est-à-dire d'avoir une inflation qui tournait plutôt entre 1 et 1,5 et qui veulent revenir à un niveau qui soit supérieur à 2%. Mais ça structure loin, là, je veux bien dire, sûr, on parle d'un truc, mais à partir dire du moment on vise 2% quand on est à 8. L'idée, c'est que quand cette partie-là aura rebasculé, en tout cas, c'est de ne pas revenir dans un monde qui était celui de la décennie précédente avec une inflation qui était trop faible. En tout cas, je pense que cette idée-là, elle est encore assez forte. Évidemment, politiquement, ça va être très difficile à défendre de se dire, voilà, je veux soutenir une inflation qui soit supérieure à celle qu'on a connue lors de la décennie précédente, mais je pense quand même que ça va être le cas pour la suite. Qu'en pense le professeur de finance à l'EDEC? Et lui qui voit ça, non pas comme un acteur de marché, comme nos amis à côté, notamment Nicolas, comment vous voyez ça, vous? On a changé de paradigme? Moi, je citerai Bossuet, la fameuse phrase de Bossuet que les politiques utilisent tout le temps. Dieu se rit de ceux qui critiquent les conséquences dont ils chérissent les causes. Ouais. On ne peut pas à la fois inonder une économie de masse monétaire et se plaindre qu'il y a de l'inflation. Ça me paraît assez logique. On n'aurait pas eu la crise Covid, on n'aurait pas eu la guerre en Ukraine. On n'aurait pas 8% d'inflation. Alors, il y a eu un papier que j'avais retrouvé de la Banque de France qui est sorti il y a quelques temps, qui disait que la masse monétaire avait monté de 12% entre 2019 et 2020. Ah oui, je l'ai vu récemment, il est sorti il y a très peu de temps. C'est très peu de temps. Donc ça veut dire quand même que faut pas s'étonner, l'augmentation de la masse monétaire, parce que globalement l'inflation c'est quoi? C'est ça. L'inflation c'est quoi? On a une masse monétaire, supposons 200 euros. Supposons qu'il y ait 10 biens dans l'économie.
Donc 100 euros divisé par 10 biens dans l'économie, ça fait un prix moyen de 10 euros. 10 euros, j'ai bon. Bravo. J'ai Supposons gagné, que la masse monétaire soit augmentée par les banques centrales, qu'on passe de 100 euros à 200 euros. Donc j'ai 200 euros de masse monétaire et j'ai encore seulement 10 biens dans l'économie. Le prix moyen passe de 10 euros à 20 euros. 20 euros. Bravo. J'ai écrasé tout le monde. Donc on a tout gagné. Donc on a tout gagné, on a une masse monétaire qui a explosé, donc une inflation qui augmente. Donc là encore, Dieu se rit de ceux qui critiquent les conséquences dont ils chérissent les causes. Bon, donc on l'a bien cherché, quoi. Donc on l'a bien cherché. Je pense que les politiques vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il y a l'impact de la masse monétaire, on comprend bien, mais encore une fois, quel impact de la crise Covid et de la guerre en Ukraine sur l'inflation? S'il n'y avait pas eu, encore une fois... Moi, j'ai tendance à croire que Poutine a bon dos et que les politiques des gouvernants et les politiques des banques centrales de créer de la monnaie et d'inonder le marché de masse monétaire est en grande partie l'origine de l'inflation. Maintenant, je ne suis pas économiste, mais ça, c'est ma vision de financier bête et simpliste. Du point de vue d'Euronext, qu'est-ce que... J'entends des mots comme hyperinflation ou récession. Je ne pense pas qu'on est dans ce contexte aujourd'hui par rapport à ce que le marché prévoit en tout cas. Et si on regarde le marché obligataire sur le OAT 10 ans par exemple, il ne prend pas en compte une inflation qui durera, qui sera à 8% dans 10 ans. Ce n'est pas du tout le cas. Puis les marchés ne se sont pas effondrés non plus. On reste, mais on va en venir peut-être aussi, sur des valorisations complètement raisonnable, en tout cas, compte tenu de toutes les incertitudes auxquelles on est confronté. Et puis, je rappelle quand même aussi une inflation, en tout cas, selon moi, c'est mieux qu'une déflation. Puis, effectivement, donc aujourd'hui, on n'est pas dans effectivement, donc, l'orientation vers les 2%, mais c'est important d'avoir une certaine inflation pour inciter aussi les consommateurs, justement, à consommer. On se dit quoi, Valérie Plagnol? On se dit que et c'est aussi une question pour vous, Nicolas, cette inflation qui est très forte, on se dit qu'elle est passagère, c'est un mauvais coup à passer, ou est-ce que c'est plus durable? Alors peut-être pas à 8%, mais est-ce qu'on rentre dans une nouvelle normalité, un new normal, comme on dit en anglais, sur l'inflation, avec peut-être accepter qu'on soit entre 3 et 4% durablement, ce qui change beaucoup de choses quand même. Hein. C'est pas impossible, on est dans un contexte effectivement... On ne sait pas, il faut être modeste. Il y a quand même des facteurs accélérants dans cette histoire et des composantes multiples, notamment le fait que le monde est rentré dans une logique plus fragmentée et donc voire de relocalisation, guerre commerciale, et puis bien sûr la guerre en Ukraine a quand même été un facteur accélérant sur la partie énergie et matières premières et un révélateur certainement du retard que nous avions, nous Européens, dans la transition énergétique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si effectivement les banques centrales qui ont entamé un cycle maintenant de resserrement monétaire peuvent atténuer un certain nombre d'effets, y compris le fait que tous les goulots d'étranglement, les problèmes logistiques que l'on a connus vont progressivement se résorber et que la demande va probablement ralentir. Tout ça reste temporaire et on peut imaginer effectivement un plancher de prix lié cette fois-ci à des facteurs beaucoup plus longs. Parce que je vois qui est gagnant, avec l'inflation. Je ne sais pas d'un point de vue macro. Qui est gagnant par exemple avec l'inflation? Pour l'épargnant, ce n'est pas une très bonne nouvelle, notamment pour les placements de taux. Pour les actions, on en parlera après, c'est discutable. Pour le consommateur, c'est pas bon. Pour l'épargnant, éventuellement, c'est quand même pas bon pour l'économie d'avoir trop d'inflation. On voit bien qu'avec trop d'inflation, historiquement, on finit toujours plus ou moins en croissance nulle, en récession. Je parle sous le contrôle de tout le monde d'ailleurs. Oui, non, effectivement, c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les consommateurs et pour les salariés, évidemment. Il y a une perte de pouvoir d'achat. Mais quand on regarde la nature de la reprise, alors c'est principalement le cas aux États-Unis, on va dire on est revenu à un taux de chômage qui est à peu près au plus bas depuis 50 ans, on est la plus forte reprise depuis les années 50, et donc on va dire le résultat est quand même globalement satisfaisant. Et en fait, il aurait été même bien au-delà, évidemment, si on n'avait pas eu les problématiques qui étaient liées justement aux chaînes d'approvisionnement et au choc pétrolier également. Là, on aurait eu un résultat qui aurait été vraiment faramineux. Ensuite, je voulais revenir juste sur ce que vous disiez sur la question de la masse monétaire. En fait, il y a quand même une problématique qui est par rapport à ça, c'est que si vous regardez les deux pays qui ont le plus augmenté leur masse monétaire, c'est le Japon et la Suisse, qui ont aujourd'hui les mesures d'inflation les plus faibles de tous les pays occidentaux. Attention. Il y a un désaccord là. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant. Ne pas mettre tout sur le dos des banques centrales. De la masse monétaire. En fait, parce que la masse monétaire en fait, reste dans le circuit de la banque centrale. En fait, c'est les réserves qui sont créées par la banque centrale, mais les réserves ne sortent pas du système banque centrale. Et donc, attention qu'on ne perde pas tout le monde là. C'est ça. Alors, en fait, les banques centrales créent des réserves. Ces réserves-là servent à acheter des obligations, mais en fait, ensuite, l'argent qui est créé ici ne sort pas du circuit de la banque centrale. Entre les banques et les banques commerciales sont, elles, obligées de garder ces réserves auprès de la banque centrale. Donc, en fait, l'argent qui est créé, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une base monétaire qui est très importante. Moi,
c'est pas moi qui l'invente, la Banque de France qui nous dit que la masse monétaire a augmenté 12% entre c'est le cas. 2019 et 2020. Non, mais aussi, je suis désolé. Elle a augmenté, mais elle est Peut-être par un restée... sentiment d'inflation. Pour reprendre c'est pas du tout ce que je veux c'est pas dire. une inflation, c'est un sentiment d'inflation. Ce que je veux dire, c'est que contrairement aux années 70 où la masse monétaire circulait effectivement dans l'économie, en fait, c'est plus le cas aujourd'hui. Et les réserves qui sont créées par les banques centrales, en fait, ne circulent plus dans l'économie. Donc en fait, il n'y a pas d'incidence directe entre elle reste dans le système banque centrale. Et à partir du moment, notamment ce que fait la Fed maintenant avec le tapering, et donc qui elle réduit son bilan, et les réserves sont atrophiées. Votre point, Nicolas, c'est de dire que tout ne vient pas en compte face à cette hyperinflation. On est dans l'hyperinflation, pardon, j'ai dit le mot, mais on est... Non, on n'est pas dans l'hyperinflation. C'est pas l'hyperinflation. Bien 8 ou loin, 10% je pense que d'inflation. L'hyperinflation est plus importante. Ouais. Hein À mon avis, l'hyperinflation est un peu plus Bon, importante. alors, je joue sur les mots. C'est une inflation qui est très forte, en tout C'est une cas. inflation forte. Voilà, on va jouer sur les mots. Un Inflation sentiment forte. d'inflation forte. Ah non, pas sentiment. Pourquoi sentiment d'inflation? C'est une plaisanterie sur le sentiment d'insécurité. Ah, d'accord. Et en plus, il fait de l'humour. Et en plus, Il fait du name dropping et en même temps, il fait de l'humour. Il faut le garder, lui. Hein. Non, mais Pour les banques centrales, je pense que le bon indicateur, c'est la croissance du PIB nominal. Pour le moment, le PIB nominal américain est effectivement au niveau de sa tendance et au-delà de son potentiel, ce qui montre qu'il y a effectivement une surchauffe de l'économie américaine. Ce n'est pas le cas en Europe, donc on ne peut même pas accuser la Banque centrale européenne d'avoir provoqué l'inflation en Europe. Mais le résultat, en tout cas, quand on a beaucoup d'inflation, historiquement, c'est que l'inflation débouche souvent, la forte inflation, sur une récession. Et qui dit récession dit en général les profits d'entreprises qui sont moins bons, et donc tout ça a des conséquences, on y viendra après, sur les actifs et sur les classes d'actifs. Mon sujet, c'est historiquement, voilà, on peut ne pas sombrer en récession malgré cette forte inflation pour laquelle, qui pour une large partie vient de l'énergie, sur laquelle les banques centrales n'ont pas du tout la main, donc même si elles lèvent leur taux, c'est pas ça qui a fait baisser le prix du pétrole. Donc comment on en sort? L'inflation, elle se gomme comment? Elle se gomme par la récession. Que les banques centrales sont peut-être prêtes à accepter. Je pose la question. Valérie. C'est un peu binaire. Bah oui, mais en même temps, il faut lancer le débat. On est dans un contexte, on est d'abord au début de cette situation et on s'interroge encore sur sa durabilité, premièrement. Deuxièmement, on se demande, et certains États, semble-t-il, le circuit et le cycle est enclenché, si effectivement cette demande sur les prix, enfin cette réaction face aux prix va engendrer une hausse des salaires. Et si cette hausse des salaires va être dans une forme de spirale telle qu'elle est supérieure à la croissance de la productivité. Parce qu'on est quand même dans un système plus complexe et qui se déploie sur plusieurs années. Vous n'êtes pas inquiète sur l'idée que cette inflation qui est à peu près autour de 8% est en train de... On voit un freinage partout, les indicateurs d'activité, les PMI. L'économie ralentit nécessairement, comme vous l'avez dit. On était de toute façon dans une situation où la croissance était bien au-delà de son potentiel. Il était évident que l'économie allait ralentir. Et les États sont en train de reprendre la main en partie, puisqu'ils continuent, certes, à mettre beaucoup d'argent, nous le voyons même ici, dans le système, mais peut-être moins qu'ils ne l'ont fait pendant le Covid. On est quand même sur des difficultés de mesure depuis la pandémie qui rendent la perspective un peu compliquée à analyser. Donc aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt pour conclure et certainement qu'on ne va pas nécessairement à une récession très vite, très fort ou très durable parce que ça dépend effectivement des consommateurs, du fait qu'ils ont accumulé beaucoup d'épargne et qu'ils ont peut-être le moyen d'y résister en partie et que les salaires augmentent parce qu'on est dans une situation où l'emploi est quand même le pire c'est 2022, professeur, le pire c'est 2022 en termes d'inflation. En termes d'inflation, on vit le pire en 2022 pour se dire que ça devrait aller mieux. On aurait vécu le pire et moi je sais pas. Je sais pas si l'inflation va durer éternellement ou pas. Je pense qu'effectivement, elle est en grande partie causée par des politiques, je vais dire gouvernementales au sens large. J'introduis et les gouvernements politiques des pays et les banques centrales. Je pense que l'origine principale, c'est ça. Et je suis d'accord avec Valérie sur le fait que l'une des solutions, c'est la croissance. C'est la croissance qui fait qu'on augmente les salaires, on a plus de production, donc on arrive à harmoniser les deux masses, qui sont la masse consommation d'un côté, ce que les politiques appellent l'économie réelle, sur ce terme à la mode, et la masse monétaire. C'est que en fait l'inflation c'est quoi? C'est un décalage entre les deux. Et donc si on a un truc qui monte très fort, il faut que l'autre derrière rattrape. Et le seul moyen de rattraper, c'est croissance, augmentation des salaires, etc., etc. Vous en pensez quoi, Nicolas? Moi, c'est pas ce que je vois aujourd'hui, c'est pas. Je vois l'augmentation des salaires, mais qui n'ira jamais au niveau de l'inflation. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On y va, mais tout doucement. En tout cas, aux États-Unis. Je pense en Europe. D'accord. Alors en Europe, c'est intouchable. On a des aux États-Unis, on y est. Aux États-Unis, les salaires sont super bien indexés sur l'inflation.
En gros, la progression des salaires qu'on a eue depuis le début de la pandémie, en fait, aujourd'hui suffit en tout cas à amortir l'inflation. Mais ce n'est pas le cas sur un an, mais si vous prenez depuis la fin 2019, ça suffit pour amortir l'inflation. Ensuite, pour le bas du quartile, c'est-à-dire les personnes qui gagnent le moins, vous avez encore une hausse des salaires qui est suffisante en tout cas pour amortir tout juste l'inflation. Par contre, ça commence à rogner pour les classes au-dessus, et là je pense qu'on va tomber dans les prochains mois, effectivement, parce que les augmentations de salaire commencent à ralentir. Donc là, on va avoir une perte de pouvoir d'achat net aux États-Unis, par contre, ce qui est déjà le cas vraiment depuis longtemps en Europe. S'il faut se mouiller juste, pardon, j'y reviens, parce que c'est comme ce qui intéresse, j'imagine, ceux qui nous regardent avant de revenir aux classes d'actifs. Encore une fois, ça ira mieux l'an prochain en matière d'inflation, avec une croissance qui va ralentir sans qu'on tombe en récession. C'est le scénario qui a l'occurrence la plus élevée en termes de crédibilité. Alors, aux États-Unis, on a la moitié de l'inflation. Il faut faire la différence à chaque fois entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Ah oui, parce que les situations sont... C'est important parce qu'on parle de nous, mais en fait, il n'y a pas... C'est très différent. On dit la moitié de l'inflation aux États-Unis vient de la demande, donc de la Banque centrale qui est en train d'agir pour contrer ce phénomène-là. Ensuite, la moitié vient de l'offre, et là, ça sera en fonction de la résolution des problèmes qu'on a de ce côté-là sur la chaîne d'approvisionnement. Si c'est le cas, oui, et notamment on voit des entreprises américaines qui commencent à stocker largement, donc on voit qu'il commence à y avoir une problématique, et donc on peut avoir effectivement une baisse des prix, mais là, celle-là est plus incertaine. Par contre, l'action de la Fed va avoir un effet effectivement sur le niveau de la demande, et donc on aura un ralentissement, on va dire, dans les prochains mois. C'est plus facile d'ailleurs, pardon, on parle 2 secondes de politique monétaire, mais c'est plus facile, le boulot est plus facile pour la Fed que pour la BCE. Parce que l'économie américaine va mieux, en termes de croissance, en termes d'emploi, et qu'elle tourne plus vite. Donc freiner une économie qui tourne plus vite, c'est plus compliqué. Il y a une fragmentation aussi. Hein, donc, on a une fragmentation. En plus, en zone euro, donc... Il y a un vrai récit, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus du potentiel. Leur travail aujourd'hui, c'est de revenir au potentiel. Les Américains. Voilà, les Américains. Par contre, l'Europe est en dessous du potentiel. Et donc, le récit pourrait expliquer qu'on va resserrer la politique monétaire alors qu'on est en dessous du potentiel. Ah ouais, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. C'est en gros, vous avez eu l'inflation, mais vous n'aurez pas les salaires non plus. Bon, moi, je veux juste dire par rapport au passé, parce que c'est toujours aussi intéressant d'analyser un petit peu le passé. L'inflation était très, très, très bas ces dernières 10 années. On l'a vu, le prix du pétrole, par exemple, les dernières 10 années, si vous avez investi il y a 10 ans dans la matière première, aujourd'hui, vous n'avez pas gagné beaucoup. Aujourd'hui, c'est clair, oui, les performances sont là. Mais quand on regarde l'inflation sans les prix de l'énergie et sans les prix de la consommation, pendant une dizaine d'années, on est resté à des niveaux de 1%, 0,5%, pas plus. Alors que quand même, la Banque centrale monétaire a quand même commencé à donner des liquidités substantielles déjà depuis une dizaine d'années. Donc ce n'est pas le seul facteur qui joue aujourd'hui dans cette inflation. On voit quand même aussi que, d'une certaine façon, le marché... en tout cas, comprend qu'à un certain moment, il faut quand même arrêter la guerre. Cette guerre, un jour, elle va s'arrêter. La chaîne d'approvisionnement va quand même s'améliorer également. Les mesures prises en Chine contre le Covid. 2024, c'est... Je n'ai pas la réponse là-dessus non plus. Est-ce qu'elles auront la patience d'attendre, encore une fois, jusque-là, alors que leur mandat, c'est d'avoir une inflation de 2% qui est 4 fois plus élevée aujourd'hui, hein. À moyen terme. C'est-à-dire, c'est pas l'inflation réalisée qui importe pour eux, c'est l'inflation à moyen terme, c'est-à-dire à horizon de 3 ans, 5 ans. Aussi longtemps que les anticipations d'inflation ne décollent pas à un niveau qui soit trop élevé par rapport à ces niveau de 2%. Les anticipations d'inflation, il faut expliquer ce que c'est. C'est en fait, le marché, à travers plusieurs outils, permet d'avoir justement des outils qui permettent d'anticiper l'inflation à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et même bien au-delà. Et en fait, le mandat des banques centrales, c'est d'arriver à avoir une inflation qui soit comprise entre 3 et 5 ans, qui soit stable à peu près autour de 2%. Et on est à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 2%, selon certaines mesures. En Europe, on est simplement à 2%. Donc, on va dire, mais là, ce sont des projections. Ce sont des projections. Alors qu'en réel, aujourd'hui, en France, on est à 6. Absolument. Et donc, le marché anticipe que l'inflation qu'on a aujourd'hui sera effectivement transitoire et qu'on reviendra à 2%, à un niveau plus acceptable. Et les 2%, ils sont pour quand, encore une fois ? Donc, on est sur du moyen terme ? Pour 2% à la fois, non, ici... 3 mois et 2 jours. Non, mais sérieusement. Et 2 heures. Je vous fais un pari que ça ne sera pas dans un an. Hein. Non, mais plus sérieusement, sauf s'il veut prendre le pari, hein, et puisqu'il a de l'humour. Non, mais sérieux, on peut se dire qu'à horizon, il faudra attendre minimum 2 ans, au minimum, au bas mot, avant qu'on retrouve une inflation dans la cible des banques centrales, à savoir 2%. C'est pas avant 3 ans. La BCE a fait des projections. On n'est pas avant 2024-2025, je parle de mémoire là. Hein. Oui, et selon les projections des uns ou des autres, il y a même, je crois que c'était hier le FMI qui prévoyait un retour assez rapide, en fait, finalement à 2%. Et je pense que le scénario d'un retour rapide à 2%, il n'est pas non plus exclu. C'est pas le scénario principal, mais il n'est pas exclu.
Et si on a un ralentissement très prononcé aux États-Unis, vous allez avoir un impact fort sur aussi les prix du pétrole qui peuvent entraîner... Plus que les banques centrales d'ailleurs. Pour casser l'inflation, c'est terrible à dire, mais plus que l'action des banques centrales, c'est un retournement de la conjoncture. Non, il y a un consensus là-dessus. Mais provoqué par les banques centrales? En général, initié par les banques centrales. Oui, mais aussi initié par l'inflation, qui tue le pouvoir d'achat et qui gèle des projets d'investissement. Encore une fois, on d'investissement. sort d'une période où les gens ont accumulé énormément d'épargne. On est à des taux d'épargne aujourd'hui. Les gens, vous savez bien que c'est une Non, mais moyenne. c'est une et que